de retour sur le plateau de Polémiquement Votre, le débat. Toujours avec nos invités qui sont avec nous, Monsieur Serge Maounian Folipo, défenseur, on va dire, de la cause du CST, collectif Sauvons le Togo, pardon, que nous sommes en train de scruter vraiment au microscope aujourd'hui et qui fait vraiment l'objet qui cristallise toute notre attention sur ce débat. Monsieur Rodney Brice Atipoué, observateur, commentateur, penseur, libre penseur, si je peux dire ça comme ça, de la scène politique togolaise. Éric Zotti est toujours parmi nous, de Togozine, merci beaucoup. Nous avons le très courageux Kate Kelewu qui est peut-être en minorité, mais qui assume tout à fait son rôle et qui a fait preuve de beaucoup de courage en venant nous parler de sa préférence unir. J'aime Monsieur Narcisse Atipoupou que nous n'avons pas beaucoup entendu en première partie, que j'espère que nous allons entendre plus dans cette deuxième partie. Merci Oui, d'être bien toujours sûr. parmi nous. Mon très cher Marc Voulet, que j'appelle affectueusement Tonton Marc, qui est parmi nous, représentant du net et aussi de la plateforme Lomé Info. Je précise que l'un et l'autre n'ont rien à voir, mais parce on l'a surtout connu sur la plateforme Lomé Info. Monsieur Guigli Amorin, qui dit les choses, qui nous apprend beaucoup de choses et qui dit les choses de façon carrée, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais ça fait partie aussi de la règle démocratique. Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu le dises. Merci beaucoup d'être toujours parmi nous. Et enfin, Monsieur Tido Selom Adoku, qui va nous éclairer sur cette question qui nous brûle les lèvres et qui nous intéresse beaucoup. L'illégalité, je mets le terme bien évidemment entre guillemets, l'illégalité de l'interpellation de Monsieur Agbeyome qui a fait le tour des médias et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Voilà. Nous allons commencer vite fait avec Monsieur Sergio et ensuite je donnerai la parole à Narcisse. Nous allons parler maintenant des faits. Sergio, tu es avec nous. Euh, cette manifestation a été entachée de violence, aussi bien au niveau sur le carrefour des camps. Les représentants de l'UNIR et les forces de l'ordre disent que le point de départ du gazage a été les violences constatées. Euh, Monsieur Sergio Maounian Folipo ainsi que le CST affirment par la voix de son porte-parole, Monsieur Agbeyome Kodjo, affirment qu'ils ont découvert l'arnaque, pardon, excusez-moi, et que c'était finalement des membres du régime qui ont payé des jeunes casseurs pour venir semer un peu le trouble dans la manifestation pacifique. Donc j'aimerais que, Sergio, tu puisses nous dire vraiment, sans passion, ce que tu as vu, ce que tu as constaté pendant les jours où tu étais sur place à Décon. En Merci. 5 minutes, en 5 minutes si possible. Ok, merci, d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des casseurs et je n'admets pas qu'on dise que ce sont les sympathisants du CST qui ont commencé par lancer des pierres aux policiers et autres, aux forces de l'ordre. C'est Si je peux vraiment me des permettre, casseurs. Sergio, Monsieur je Kiet, veux faire oui, la différence entre ceux qui ont cassé et ceux qui ont lancé les pierres, parce que je suppose que les pierres ont été lancées en riposte au gaz lacrymogène, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des manifestations. non, Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est les casseurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme info palpable? je peux te dire que les gaz ont été lancés dans la foule. Les gaz ne venaient pas des forces de l'ordre, les premiers gaz. Ce qui veut dire, même parmi la foule, il y avait des... Bon, je suppose que ceux qui détiennent les gaz, c'est les forces de l'ordre. C'est eux qui ont le droit de détenir les gaz. Donc je suppose que soit c'est les forces de l'ordre en civil qui étaient parmi dans la foule, qui ont commencé par lancer les gaz pour que les autres, leurs alliés, ripostent. Ou soit, si nous prenons le cas des casseurs, je vais te dire que la misère, elle est tellement ambiante dans ce pays que je peux donner 200 francs à quelqu'un, il peut te poignarder quand tu viens à Lomé. C'est clair.
Parce qu'avec les 200, cette personne-là peut trouver à manger. Juste, la personne veut juste manger. Donc, dans ce pays, quand vous offrez 2000, mais la personne peut tuer 10 personnes, 20 000, ça fait 100. La misère est tellement ambiante que le régime peut aller payer n'importe qui pour faire n'importe quoi au nom de n'importe qui. Donc, je vous dis, les gaz ont été lancés depuis les manifestants. C'est-à-dire pour créer une zizanie d'abord, pour que les gens courent de partout avant de riposter pour dire, ah, parmi les manifestants, il y a eu tel, il y a eu tel, il y a eu tel. Donc, il y avait eu effectivement des casseurs parmi les manifestants. Et ces casseurs, à cause de cette misère ambiante, moi j'ai fait le Togo, du sud jusqu'à Kara, Piaodo, je peux vous dire que cette misère, elle est ambiante. Et si vous donnez 200 francs à quelqu'un dans la rue, vous lui dites, faites ceci, cette personne le fera. Sans conscience. Dans ce pays, la misère a tellement fait que nous n'avons même plus de conscience. La mauvaise foi, elle règne. Donc, il y a eu effectivement des casseurs qui étaient payés par le régime. À combien bon, ceux qui ont commis les casses eux-mêmes, peut-être qu'ils ont touché un truc de 1000 francs, 2000, c'est fini, c'est les têtes qui vont toucher au plus 10 000, pas plus que ça. Mais je les défends, j'aimerais bien défendre ces casseurs. Je dis, c'est toujours, ça vient du régime. Le régime a affamé le Togolais, que le Togolais, quand il trouve 200 francs, il est heureux. Ok. Donc, si je comprends bien, toi, tu dis que les casses ne sont pas le fait du CST, mais elles sont le fait des jeunes qui étaient poussés Oui, par la misère oui, et qui ont été payés par le régime. C'est bien ce que oui, je comprends. Donc, toi, tu dis oui, clairement que ce ne sont pas les gens du CST qui ont fait les oui. casses. Et je rajoute, quand il y a eu les gaz, bon, les manifestants, cette fois-ci, comme on le sait à Lomé, ont commencé par riposter maintenant au gaz lancé par les forces de l'ordre qui étaient de l'autre côté, qui nourrissaient encore les gaz lancés par ceux qui étaient en civil parmi les manifestants. Donc, d'abord, ça a commencé par les casseurs qui étaient parmi les manifestants. Ils ont lancé des gaz, ils ont lancé des pierres, la force de l'ordre a riposté, les forces de l'ordre ont riposté, pardon, et les vrais manifestants, ceux qui sont pour rien, eux aussi ont commencé par riposter avec les pavés, les nouveaux pavés que le régime nous a installés sur le boulevard du 13 janvier, Donc, affectueusement. Nous les remercions pour ça. donc, si je comprends bien, il y a des casseurs qui ont été payés par le régime, qui ont commencé à casser. Et il y a eu Effectivement. riposte de gaz. Et c'est Oui. là que les casseurs du Non, CST... non, 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 Djilali, oui, pas. donc Les eux, c'est les manifestants, manifestants qui jettent les ok, pavés, merci ont beaucoup. riposté avec les pavés. Est-ce que c'est bien? On est bien d'accord. Avec les nouveaux pavés offerts par le régime. Avec les nouveaux pavés, je note la pointe d'ironie. Très bien. Donc, les casseurs payés par le régime. Je veux bien que ce soit clair, hein, dans la tête de tout le monde. Les Oui, casseurs payés par le régime ont commencé à faire des casses. Les forces de l'ordre ont riposté, c'est ça. Et là, les oui, manifestants du CST ont riposté avec les pavés. d'accord. Ok. Mais les casses, je précise que quand je parle de casse, d'abord, c'était des coups de gaz. C'est des gaz qu'ils avaient parmi les manifestants. Donc, quand ça a commencé par péter, les vrais manifestants couraient de partout. Donc, ceux-ci, bon, ils ont commencé maintenant par étaler leur stratégie, lancer des pierres, vraiment, commencer par casser, et puis la riposte des forces de l'ordre, et les vrais manifestants ripostaient aussi. D'accord. C'est ça. Bref. Euh, je vais donner la parole à Narcisse, que nous n'avons pas beaucoup entendu. Oui, Narcisse, tu as entendu le film de Oui, l'actualité. Et ensuite, après toi, je donnerai la parole à Kate et Rodney qui voulait s'exprimer. Narcisse? oui. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux manifestations. D'abord, remarquez ceci, ça fait 2 ans déjà que l'AFC, bon, anciennement UFC devenu AFC, manifeste à Lomé en contestant les élections présidentielles de 2010. Mais quand vous voyez bien,
il n'y a jamais eu de casse ou bien comme ce qu'on a vécu ces 3 derniers jours. Cela veut dire que l'opposition peut quand même marcher pacifiquement à Lomé. S'il y a eu des casses ces derniers jours, je ne l'ai pas vu. Je suis actuellement à l'étranger, mais je sais très bien aussi que le régime en place est une dictature très bien organisée et qui est très fort en manipulation. Quand j'étais encore à l'université à Lomé, j'ai eu à vivre plusieurs manifestations universitaires et je sais comment le régime en place monte les gens pour s'ingérer dans les manifestants, provoquer les soldats en face, les forces de l'ordre en face, pour qu'il y ait de la riposte. Ça, c'est courant. J'ai vécu à Dewey. Je connais plein de gens au quartier de Dewey qui sont payés à 2 000, à 4 000, à 5 000 francs pour pouvoir provoquer les forces de l'ordre en face. Ça, le régime sait très bien le faire. Je n'ai pas vécu les marches de ces 3 jours, mais je crois que cela aurait été quelque chose de ce genre parce que l'opposition marche déjà pendant 2 ans et il n'y a pas ce genre il n'y a pas eu ces, euh, ces genres de choses déjà. Donc, je peux donner un peu de crédit par rapport à ce que moi-même j'ai vu que le régime en face faisait déjà pendant un bon nombre de temps. Je peux déjà donner un peu de crédit au propos de monsieur Agbeyomi par rapport à cela. Mais cela n'explique pas aussi l'intervention musclée des forces de l'ordre. C'est là où moi j'ai été un peu scandalisé par certaines images. Je ne sais pas. Certains nous ont dit après que ces images ne sont pas de vraies images, que c'est des images des années antérieures, mais j'ai été plus scandalisé par la riposte, surtout par certaines vidéos. Il faut que le régime en face sache que la force ne va pas résoudre le problème du Togo. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas tirer des gaz lacrymogènes. Un gaz lacrymogène, c'est une arme. Hein. Ça peut blesser, ça peut tuer. La preuve est qu'il y a eu un enfant de 6 mois qui est décédé. Cela n'explique pas que le régime. L'information a été démentie, je pense. Ah, L'enfant, ça, ça, heureusement, l'enfant n'est pas, cet enfant a souffert. Il a inhalé le gaz, mais ok. apparemment, vous me direz si je me trompe. Heureusement, et nous remercions vraiment le ciel pour cela. Il n'est pas mort, il n'en est pas mort. Oui, mais cela n'explique pas que ce soit avec cette force Tout à qu'on fait. qu'on qu'on descend parmi les manifestants et qu'il y ait autant de blessés. Cette époque-là est dépassée. Quand vous voyez ces gens d'images, ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, on sait, le régime est aux abois, ils essaient de se maintenir, mais il faut aller vers des dialogues francs. Il faut aller vers des discussions sérieuses. On ne va pas toujours continuer pendant des dizaines d'années à mettre la population dans cette situation. Si les gens descendent aujourd'hui dans les rues, ce n'est pas qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Il est vrai qu'on est tous fatigués de la classe politique togolaise, des opposants togolais. Les gens continuent toujours pas à descendre dans les rues parce ils en ont marre. Ils ont le désir de l'alternance. Et il faut que le pouvoir en face aussi le reconnaisse. Je sais qu'il y a une question d'éducation. Il y a une question d'éducation des deux bords, que ce soit des manifestants et des forces de l'ordre. Mais je sais très bien que le régime en face paie des gens pour s'ingérer dans les manifestants. J'en ai vu plusieurs fois moi-même à l'ONU. Et ça ne leur coûte rien. Provoquer les forces de l'ordre pour que les forces de l'ordre interviennent et qu'on vienne dire après que c'est les manifestants qui ont lancé des pavés, qui ont provoqué les forces de l'ordre. C'est ça qui est déplorable, très, très déplorable. Et je pense que le régime doit changer de méthode en face des manifestations. Et la manifestation qui a été organisée la dernière fois, certes, nous condamnons aujourd'hui le CST, qu'il n'était pas bien organisé, mais cela exprime le ras-le-bol de la population togolaise. Les gens sont fatigués. Moi, je dis toujours, le Togolais ne demande que le minimum. Le Togolais ne demande qu'un peu d'amélioration par rapport à la question des droits de l'homme. On commence effectivement par finir avec l'impunité. Le Togolais ne demande que ça. Si le régime en face le fait, prend le courage de le faire, je pense que le Togo irait mieux que de chaque fois compter sur la force, chaque fois compter sur la police, chaque fois compter sur les militaires. C'est dommage, c'est dommage. Ok, merci beaucoup, Narcisse, d'avoir apporté un complément d'information et qui corrobore surtout la thèse enfin, le témoignage, je ne vais pas dire la thèse parce que sinon ça voudrait dire que c'est théorique, le témoignage de Serge. Donc, il y a de très fortes probabilités, ce n'est pas complètement ahurissant de dire aujourd'hui que
les casses sont le fait, ont été commanditées par le pouvoir parce que si je vous comprends bien, ça c'est déjà fait par le passé, que c'est Oui, une pratique qui est assez c'est une, commune pour c'est une pratique justifier courante. pour justifier les exactions et les violences. Oui, bien sûr. Je vais demander à Kate, je vais passer la parole à Kate pour qu'il puisse s'exprimer et défendre l'UNIR, si je peux dire ainsi. Kate, tu as la parole. Ok. Vous me recevez? Oui, oui, on t'entend. Allô? Oui, oui, vas-y, tu as la parole. Allô, vous me recevez? Oui, oui, on t'entend, Kate. Vas-y. Allô, vous me recevez? Oui, on t'entend, vas-y. Allô, Kate. Bon, je veux revenir sur les casses. Moi, je vais raisonner par rapport à mes principes. En tant que scientifique, seules les expériences et les faits comptent. Ce que les gens peuvent raconter qu'il y a eu par le passé, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'on ne... Personnellement, je n'y croirais pas. Seules les preuves comptent pour moi. Parce que même on a vu dans d'autres pays, on n'a pas besoin de grand-chose pour avoir ce genre de preuves. Il faut qu'on nous montre les preuves. Sincèrement, aujourd'hui, où est-ce que les leaders de l'opposition, ou bien les leaders de CST qui ont défendu cette idée que le pouvoir a payé des gens pour organiser ces casses? Ces leaders-là peuvent défendre cette... Je crois qu'on a perdu Kate. Je vais donner la parole à Rodney rapidement, le temps que Kate revienne en ligne. Rodney, tu as la parole. Ok, c'est-à-dire, pour ma part, moi, j'aimerais bien dire que quand on organise... Alors maintenant, c'est bon. Ah, bon, je Vas-y, laisse Kate, Kate vas-y. revenir. Vas-y. Mais vraiment, on a beaucoup de problèmes hein, entre le représentant de l'UNIR et le représentant du CST. Je veux pas insister là-dessus, mais jusque-là, il n'y a que les deux qui ont des problèmes avec leur connexion. Oui, Kate, je pense que c'est parce que les deux appellent du Togo aussi. Allô, oui. Oui, Kate. Oui, vas-y. Non, non, Kate n'est pas au Togo. Rodney, vas-y, tu vas parler et ensuite Kate va réintervenir, va avoir son droit de réponse. Je t'écoute, Rodney. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on organise ce genre de manifestation qui mobilise autant de monde, faut s'attendre à des dommages collatéraux. C'est vrai que ce que je dis peut être un peu fort, mais dans toutes les manifestations d'une envergure comme celle qu'on a vue il y a quelques semaines à Lomé, il faut que même les gens devaient savoir qu'il y aurait des membres des forces de l'ordre en civil parmi la population. Aujourd'hui, il y a Serge qui nous dit que les gaz sont partis des forces de l'ordre. Comme Kate l'a dit, cela reste à prouver. Allô? Moi, j'attends que des preuves. Je veux juste être je veux qu'on soit factuel quand on parle des responsabilités. Euh, une seule question, c'est-à-dire que on a parlé du siège de l'UFC qui a été saccagé. Personne jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a été capable de désigner un responsable. Donc, ce qui veut dire que, voilà, on peut, quand on veut casser les bureaux d'un parti politique, on peut aujourd'hui défendre qu'à cause de la misère, si on donne 200 francs à quelqu'un, on peut casser. Il y a quelques semaines, j'ai vu une manifestation au Canada concernant une loi qui était votée interdisant les manifestations. Ça a dégénéré, mais le Canada est un pays hautement démocratique. J'ai vu des étudiants se faire tabasser par la police canadienne. Donc, moi, je dis qu'il y a eu un problème d'organisation. C'est-à-dire, à chaque fois, même si on discute tout le temps, on reviendra toujours sur ce problème d'organisation de la manifestation. Ok, Rodney. Merci. Voilà, en général, ce que je voulais dire. Merci. Kate, tu as la parole pour finir Oui, ce que tu avais à dire. d'accord. Oui, bon, je pense que Rodney a terminé ce que je voulais dire. C'est sans les preuves. Et pour les manifestations, je voulais aussi donner l'exemple des manifestations, des étudiants au Canada qui le font chaque 22 du mois. Chaque 22, ils sortent et puis il y a la dispersion de la foule par les gaz lacrymogènes et tout ça. L'utilisation des gaz lacrymogènes exagérée est répréhensible, oui. Mais l'utilisation des gaz lacrymogènes, ça fait partie des, comment on l'appelle, des méthodes
de maintien de l'ordre. C'est la même chose qu'on utilise, par exemple, lors des sommets du G8, du G20 pour disperser la foule lorsqu'elle est trop persistante par rapport à la police. Sergio, arrête de couper la connexion de notre ami Kate. C'est pas sérieux parce que là encore, il n'arrive pas à parler. Ah ben, Allô? il me l'a fait au début, donc Non, c'est c'est gagnant-gagnant. la note d'humour. Je pense qu'il a été presque au bout de ce qu'il voulait dire. Euh, on va aller sur le cas Agbeome, de Monsieur Agbeome, très très vite. Toujours dans le cadre de ces violences. On a déploré à un certain moment, au moment où il y a eu les violences, donc on nous a parlé de leader, du leader de l'ANC, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Delali, allô, Oui, allô, Delali? oui. Un instant, moi je préférerais que nous parlons du cas de l'église d'Amoutiévé Euh, plutôt que de parler d'une personne, Monsieur Agbeome. non, J'aimerais qu'on parle on reviendra sur l'église aussi, mais admettons que le cas Agbeome a fait parler beaucoup et on non, était un peu dans un vide juridique, le cas, Sergio. le Mais c'est cas, là le le cas drame. de Le fait qu'on l'église. ait plus parlé d'Agbomé que de l'église d'Amoutiévé, c'est ça en fait le drame. Oui, parce que Avec tout le respect que je dois mettre à monsieur Agbomé, comme j'ai dit, maître, Effectivement, avec tout le effectivement, respect que je lui dois, le fait que effectivement, Agbeyome qui soit amené à la gendarmerie pour quelques minutes ait oui, fait couler plus d'encre était un qu'une scandale église. national, a été considéré Voilà. comme un Donc scandale la question national. que moi je me pose, c'est Agbeyome est-il au-dessus de Dieu? Mais bon, Nous y répondrons un autre jour. Mais la raison pour laquelle, chers amis, je voulais qu'on parle de cela, c'est qu'il y a eu tout un débat au sein de la diaspora et au sein des gens, parce que nous sommes là aussi pour apporter un éclaircissement dans l'information. Et moi, ma question n'était pas de savoir s'il fallait interpeller Monsieur Agbeome ou pas. Mais aujourd'hui, Monsieur Agbeome a écrit, à des médias internationaux, a écrit en disant qu'il a été arrêté et que cela n'était pas légal du fait qu'il était un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien premier ministre et un ancien député. Et c'est pour cela, en fait, que moi, je ne reviens pas sur la blessure, sur le tibia, etc. Non. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en interpellant Monsieur Agbeome Kodjo, l'État togolais a enfreint la loi et c'est à Tido que j'aimerais poser la question. J'aimerais revenir sur ce que j'avais commencé à dire au début pour dire que il faut faire très attention au niveau de la communication qui est faite autour des événements de l'opposition. Ce qui s'est passé avec M. Agbeome ne mérite pas, comme l'a dit M. Eric, tout ce psychodrame international. Moi, j'ai même vu des informations sur iTélé, pardon, en France, qui parlait de M. Kodjo qui a été arrêté comme si c'était... mais fondamentalement, il ne se passe pas grand-chose. Parce que ce qui s'est passé, en fait, est très simple. Il y a eu des manifestations, je crois, mardi et mercredi de l'autre semaine. Et une enquête policière a été donc ouverte par le parquet de Lomé, pour examiner un peu ce qui s'est passé, l'origine des casses qu'il y a eu, ainsi de suite. Et toute enquête policière, il faut entendre des gens. Parce que nous sommes dans la justice, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, quand le parquet ouvre une enquête, il faut faire appel à des gens, des témoins, des gens un peu partout, tous ceux que le parquet juge indispensables pour faire avancer l'enquête. Donc, je crois savoir, et personne ne me démentira, que monsieur... Il y a 3 leaders du CST qui ont donc été convoqués par la gendarmerie. Monsieur Gilles Benoît, Franck Bézier, je crois, ainsi que monsieur... son nom m'échappe un peu, un autre, qui... allô? Monsieur Ajavon, non, il n'a pas été convoqué. Monsieur Javon aussi était convoqué, plus un autre dont le nom m'échappe. Aussi. Voilà, donc ils étaient 3, voilà, ils étaient 3 à être convoqués, et ils y sont rendus d'eux-mêmes, ils ont répondu à la convocation de la gendarmerie d'eux-mêmes, ils y sont allés, c'était samedi. Moi, j'ai suivi un peu ce qui se passait, donc il y avait un peu de la mousse qui montait un peu partout, les messieurs ont été arrêtés. C'est ça, en fait, le drame de l'opposition, parce qu'il y a une fausse communication qui est organisée autour de choses qui sont tout à fait normales, j'ai envie de dire, entre griffes. J'ai vu des termes comme quoi les gens ont été kidnappés, mais alors qu'il n'en est rien du tout.
C'est ça le drame. Parce que moi, je ne suis pas militant de l'UNIR, je ne suis pas militant de l'opposition non plus, mais quand j'observe des choses et que je vois que c'est du mensonge généralisé, c'est vraiment choquant. Il faut le dire. Parce que des gens qui sont convoqués par la gendarmerie et qui s'y rendent eux-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils sont kidnappés. Ça n'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Mais c'est vrai. Donc, les trois, Monsieur Zeus, Monsieur Afangbi, le troisième dont le nom m'échappe, je ne sais pas si quelqu'un peut me passer son nom, ils s'y sont rendus d'eux-mêmes, ils ont été entendus, ils ont été libérés. Alors, le même jour, pendant même que ces trois-là étaient en train d'être entendus, le capitaine Akakbo, qui est donc le boss de la gendarmerie, je pense, a lancé, je crois, 3 ou 4 fois des appels à M. Agbeome à répondre à la convocation. Je l'ai suivi moi-même. Et je pense que tout le monde l'a suivi. Alors, M. Agbeome a fait la sourde oreille, il ne s'y est pas rendu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans n'importe quel pays où une convocation a été émise, on ne répond pas, mais on va vous chercher chez vous. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé avec M. Agbeome. Alors, il y a eu des photos qui ont été publiées comme quoi sa maison a été caillassée, quelques portes ont été fracturées. C'est dommage. Mais moi, je n'étais pas sur les lieux de l'interpellation. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce que les forces de l'ordre ne soient obligées de caillasser une partie de la maison de M. Kodjo pour mettre la main sur lui. Mais toujours est-il que si on en est arrivé là, c'est parce que M. Kodjo ne s'est pas rendu à la convocation qu'il a été adressée pour être entendu dans le cadre d'une enquête policière. Alors, la deuxième manifestation du mensonge de l'opposition, parce qu'il faut le dire, c'est que au sortir des différentes entrevues avec la police, on nous a donc dit, l'opposition toujours, parce que c'est toujours l'opposition, parlons-en, on nous a toujours dit, on nous a dit encore une fois que un procès est annoncé pour mercredi. Nous sommes donc samedi, 3 responsables sur 4 ont été entendus, un autre a été interpellé mardi, et on nous dit que mercredi, il y a un procès. Alors, mercredi, dans la matinée, on apprend qu'en fait, aucune convocation n'a été envoyée aux 4 leaders du CST, comme quoi il y aurait un procès, mercredi, donc il n'en est rien du tout. D'où sort cette information? Je ne le sais pas. Alors, parlons donc de M. Kodjo précisément. M. Kodjo a invoqué donc son immunité d'ancien président de l'Assemblée nationale, qui ne peut pas être arrêté. Mais les choses sont simples et très claires. Il est très bien écrit dans le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale qu'ils ne peuvent être arrêtés, ni interpellés, pardon, ils ne peuvent être arrêtés, ni entendus sans que leur immunité ne soit levée. On est bien d'accord. Alors, ce qui se passe après, c'est que dans le cadre d'une enquête policière, on ne parle pas d'immunité. Il ne s'agit pas d'un procès, il ne s'agit de rien du tout. M. Agbeome a été entendu, enfin, devait être entendu comme le leader de la fronde, et on ne sait pas ce qui l'en sera ensuite. Donc, il était trop tôt pour commencer déjà à invoquer une certaine immunité pour ne même pas être entendu dans le cadre d'une enquête policière. Donc, je pense que M. Agbeome, comme à son habitude, fait monter la mousse pour rien du tout. Et donc, c'est toujours comme ça que ça se passe au Togo. Il ne s'est donc rien passé du tout. La preuve, M. Agbeome a été interpellé, il a été conduit au commissariat, il a été entendu, il a été relâché. Je ne sais même pas si ça a duré 1 heure de temps. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas de suite. On ne nous a pas dit qu'il y a un procès qui s'annonce et tout ça. Rien du tout. Donc il faut savoir raison garder et ne pas nous raconter du n'importe quoi. Tido, Voilà. Oui. Sergio, je me fais le relais de Sergio qui dit, par rapport au procès, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec le mensonge, enfin avec ton allégation de mensonge, parce qu'il y a le substitut du procureur qui aurait lu un communiqué à la TVT en parlant de procès. C'est ça, Sergio? Oui, et En 2 minutes, Tido va pas me dire, Monsieur Tido va pas me dire ici aujourd'hui, cette nuit, qu'il n'est pas au courant de ça. Franchement. Non, non. Tido, Sergio, De la s'il te bonne plaît. foi, de la bonne foi, s'il vous plaît, de la bonne foi, s'il vous plaît. Juste les faits, sans émotion. Moi, je veux juste savoir, est-ce Non, qu'il y a eu le substitut du procureur à la TVT qui a effectivement parlé d'un procès, oui et non, quel jour, et c'est tout. Voilà, comme ça, on rétablit les faits et on avance, quoi. Le jour de l'arrestation, de Agbeome Kodjo. Oui. Donc, il y a eu le Donc, oui, à 13h, il y a eu le substitut. Non, c'est ce qui a mis le flou.
on était dans un flou total. Après, ces derniers jours, il y a même le Parle-nous, procureur qui s'il te disait, plaît, s'il te plaît. Donne-nous vraiment les faits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 13 h? OK, bon, le journal de 13 heures, il y a eu un communiqué à la TVT qui nous disait qu'il y a un procès en cours. Donc, les dirigeants du CST nous ont aussi dit qu'ils sont convoqués le mercredi. Mais après, il y a eu le barreau, bon, non, comment est-ce que vous les appelez? Les bâtonnets, bon, l'association des bâtonnets, un truc du genre, il y a eu leur réunion, puisque normalement, si on doit juger des avocats, on passe par les bâtonnets, un truc du genre. Je ne maîtrise pas trop vos termes juridiques. Donc, on n'est pas passé par là. Ils ont convoqué des avocats qui se sont rendus. Après, on les a libérés après 48 heures. Donc, c'est tout ça qui a mis de l'eau dans le vin du régime. Est-ce que le mot procès a été évoqué? Est-ce que le mot procès a été évoqué lors? Oui, ils ont dit un procès est en cours. Un procès est en cours. Je ne suis pas juriste, donc je connais que le mot procès. Je peux vous dire qu'ils ont dit un procès est en cours. Il ne peut pas avoir un procès en moment où ça... Sergio, Narcisse veut... écoutez. 2 secondes. Narcisse veut intervenir. Narcisse dit... D'accord, Narcisse. Oui, il ne peut pas avoir un procès en cours au moment où ça n'a même pas commencé. L'interpellation ne veut pas dire un procès. Franchement. Mais Oui, soit... Tu comprends un peu. oui, tout à fait. On est bien d'accord. D'accord. Chacun son tour, s'il vous plaît. Non, permettez-moi de reconnaître. Franchement, je vous dis, je ne maîtrise pas trop vos termes juridiques, monsieur Tido. Il a peut-être parlé de procédure, Sergio. Il a peut-être dit que la procédure suit son cours. S'il a parlé de procédure, nous ne sommes pas... Peut-être qu'il a avalé le dur derrière le procès. Non, c'est normal, Dans ce pays, on a avalé le 13 après 2000. Donc, c'est normal. Non, mais Sergio, ce que tu dois savoir, c'est très simple. Il faut faire très attention quand un juriste se présente à la télé pour parler. Parce qu'ils ne font rien pour rien. Donc, tu as peut-être dû entendre quelque chose. Non, laisse-moi finir, Sergio. Tu as peut-être dû entendre quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais je ne suis pas sûr du tout, parce que moi, je ne l'ai pas entendu. Comme tu dis, je ne suis pas à Lomé, mais je ne suis pas sûr du tout que le substitut du procureur dont tu parles est allé à la télévision parler de procès et ensuite n'envoyer aucune convocation aux gens qui ont été entendus. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la télévision, mais ça n'est juste pas possible. Vous qui entendez, 2 secondes, vous qui nous entendez, si vous avez l'enregistrement, si vous réussissez à nous trouver une vidéo, et je suppose que si même le substitut du procureur veut laver l'affront, il a forcément une vidéo, il peut très facilement se la procurer au niveau de la TVT. Nous aimerions beaucoup avoir justement l'extrait du communiqué pour que nous puissions faire toute la lumière sur cette histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer les éléments, nous ne manquerons pas de les publier. Excusez-moi, Delali, je peux 1 minute? Bien sûr. Oui, mon analyse par rapport au cas de M. Agbeyome est ceci, en fait. Je crois qu'ils l'ont interpellé pour pouvoir l'écouter, mais après, je suis très sûr que le capitaine Akapo n'a pas fait vraiment attention à la loi couvrant les anciens présidents de l'Assemblée nationale avant de le convoquer. Et certainement, ils se sont rendus compte après qu'il y a une loi qui le couvre et qui n'aurait pas dû être interpellé de cette manière, puisque M. Agbeyome disait qu'il ne peut pas répondre à une interpellation par téléphone, puisqu'il n'a pas un mandat d'arrêt. On l'a appelé au téléphone et il ne peut pas s'y rendre. Et l'ayant découvert après, ils ont juste interrompu un peu la procédure là. Et globalement, par rapport aux dirigeants du CST, je me dis peut-être que le régime voudrait jouer à l'apaisement. Parce que d'un cran, tout le monde entier a commencé par les regarder. Parce que l'objectif, ce que moi je suis en train de lire aujourd'hui, l'objectif du CST quelque part, c'est de faire sortir le régime de son gond pour qu'on le découvre à l'étranger qui sont en train de faire quelque chose de mauvais et qu'à partir de cela, ils en profitent pour pouvoir se faire une image ou bien interpeller la communauté internationale autour de la question du Togo. C'est la lecture personnelle que je fais autour de ça. Ok. On va finir avec l'histoire de M. Agbeyome Kodjo pour... Delali, j'aimerais juste 2 minutes pour réagir sur ce que dit Fonarcis. C'est que
euh, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que ce n'est pas parce que, enfin, l'origine de l'interpellation de M. Agbemé à son domicile se trouve dans le fait qu'il n'a pas voulu se rendre à la convocation de son propre gré. C'est ça, en fait. Ce n'est pas. Donc, c'est pour ça que je dis que quand il évoque son immunité, il est un peu en train de jouer sur les termes, en train de. Il sait très bien ce qu'il fait, M. Agbemé, je pense, parce qu'il n'est pas un de la dernière pluie. Il sait très bien que si on est parti le chercher, avec armes et bagages, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il n'a pas voulu se présenter de son propre gré. Alors, je ne pense pas non plus qu'on s'est rendu compte ensuite qu'il était couvert par une immunité et tout ça, parce que nous ne sommes pas encore dans le champ de l'immunité. L'immunité ne couvre que quand il y a un procès qui va être ouvert. Un procès quand le parquet décide, à la suite d'une enquête, de poursuivre un tel ou un tel, il envoie des convocations aux gens, et c'est à la suite de cette convocation maintenant qu'on peut enclencher la procédure pour lever son immunité, pour qu'il puisse être poursuivi. Pareil, si par exemple on doit poursuivre M. Zeus, à Javon, qui est un avocat au barreau de Lomé, Sergio on va en parler un peu, c'est que il va falloir qu'on informe le bâtonnier des avocats de Lomé, qui va donc enclencher une procédure pour autoriser, n'est-ce pas, la justice à poursuivre M. Zeus. Donc tout ça se passe à partir du moment où le parquet décide d'enclencher une procédure, d'enclencher un procès, la phase judiciaire même de la chose. Là, ce qui s'est passé au Togo la semaine dernière, ce n'est que la phase préparatoire d'un procès. Et c'est après le parquet qui décide seul d'enclencher un procès, de poursuivre le reste ou pas. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc personne ne sait aujourd'hui ce que le parquet va faire de tout ce qu'il a entendu. S'il veut jouer l'apaisement, ils ne vont pas poursuivre ou ils vont le faire, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, tant que le parquet ne décide pas de poursuivre, on ne peut pas évoquer une quelconque immunité, ça n'est pas possible. Là, nous sommes juste en train d'entendre des citoyens, des gens, on veut les entendre parce qu'il s'est passé ici, on veut en savoir plus, c'est tout. Ce n'est rien. Donc voilà un peu ce qui se passe. Très bien. Merci Tido. On va clore avec Monsieur Amorin qui voulait intervenir sur le sujet et j'espère qu'on va finir avec Monsieur Agbéomé pour avancer. Monsieur Amorin. Je voulais dire trois choses. La première, c'est que on connaît très bien les méthodes du régime autocratique en place. Il fonctionne et procède par manipulation, par mensonge et par la répression. Donc, nous ne sommes pas en régime démocratique. Vous qui parlez de loi, de procédure, etc. Quand on décide de vous tuer aujourd'hui à Lomé, on va vous assassiner. On a assassiné Tavio, pourquoi? On a assassiné Marc Atidepé, pourquoi? Ici aussi, il y a des choses qui se passent, mais pas autant comme sous la dictature du clan d'Enyasingbe. Nous avons le cas des suppliciés de la lagune de Baie, où on a pris les gens à la morgue pour les déposer dans la lagune. On a poussé les gens dans la lagune. Donc, ce régime a ses pratiques. Deuxièmement, vous qui parlez de régime démocratique, pourquoi on doit aller défoncer les portes d'un ancien PM? Pourquoi? Moi, je n'ai jamais vu ça ici. Quand on vous convoque, il y a plusieurs fois, on peut vous reconvoquer. On ne téléphone pas à quelqu'un pour le convoquer. La preuve, les Eus ont déjà été arrêtés. Pourquoi lui doit se rendre pour être arrêté? Nous sommes les partisans des droits de l'homme. Quel que soit le passé de la personne, nous devons dénoncer les arrestations illégales. Ça doit être également dans notre fonctionnement, dans nos pratiques. Maintenant, quels sont ceux qui ont cassé ce régime? Nous le connaissons. En janvier 93 ou 94, ils ont infiltré le mouvement de la rue lorsqu'il y avait les ambassadeurs. On a remis des armes aux gens et ce jour, il y a eu carnage. Je souhaiterais que M. Folikbo ait une position dans sa démarche. La ligne politique doit être conséquente. Ou bien vous êtes avec le CST, ou bien vous êtes à l'église pour nous parler de la vérité, la main sur la conscience. Même si vous avez des preuves, étant militant du CST, vous n'avez pas à venir dire sur les antennes que moi je dois dire la vérité, il y a eu ça, il y a eu ça. Face
aux armes, les gens les mains nues, ils doivent réagir. Donc, nous revenons sur la question de départ. Si nous voulons faire des grandes manifestations, nous devons être capables de répondre à la violence réactionnaire. Nous devons être capables de transporter les blessés dans des hôpitaux. C'est cela l'organisation. Nous devons être capables de faire ceci et cela. Donc, avoir une brigade d'organisation qui encadre les marches. Donc, voilà. La manifestation, de mon point de vue, a été infiltrée par les voyous, les bandits à la solde de Fort Gnassingbé qui ont infiltré le mouvement et l'ont fait dégénérer. Donc, conséquence, il y a eu des deux côtés un affrontement. Donc, on ne peut pas mettre la responsabilité sur le CST. Comment ils vont organiser une manif et en même temps la détruire de l'intérieur? Je crois que le bon sens veut que nous soyons un peu logiques dans notre raisonnement. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Amoura. On va clore sur la partie de Monsieur Agbeyome. Il y a eu la fronde lancée contre le gouvernement à juste titre par l'Église qui n'a pas apprécié que les manifestants soient poursuivis jusque dans l'enceinte de l'Église et qui n'ont pas manqué de le dire au gouvernement. Donc Sergio, très très vite, tu peux nous dire ce que tu penses et nous donnerons la parole à Kate s'il souhaite le parler parce qu'il ne s'est pas exprimé depuis un moment, ou à Rodney. Ok, j'aimerais d'abord vous préciser que l'Église, c'est un lieu de refuge. Comment se fait-il que des manifestants qui fuient la violence rentrent dans une église, on les poursuit, on gaze dans l'église? Je ne suis pas catholique, mais aujourd'hui, je me reconnais chrétien. Donc, je défends toutes les dénominations. Comment se fait-il que des forces de l'ordre, sous les ordres des religieux, sous les ordres des croyants, qui sont nos présidents, les ministres et autres, poursuivent les manifestants qui cherchent refuge et qui rentrent dans une église? Et dans cette enceinte, dans l'enceinte de l'église, il y a une école primaire, pas un collège, pas un lycée, une école primaire, avec des enfants qui sont âgés de plus, au plus, c'est 10 ans. Donc, moins de 10 ans, des enfants qui ont moins de 10 ans dans cette école, on les gaze. Et après, moi, ce qui m'a écœuré dans tout ça, et je le dis tout le temps, le régime en place n'a pas une bonne foi. C'est des gens de mauvaise foi. On interroge le ministre de la Sécurité sur le fait. Mais vous êtes dans votre bureau, vous ne savez pas ce qui se passe. Il est catholique aussi, ça m'écoeure. Mais il dit, ils ont lancé les gaz sur le boulevard et c'est le vent qui a apporté le gaz dans l'enceinte de l'église. Aujourd'hui, moi, je crée un groupe théâtral et nous allons présenter le théâtre au temps n'apporte le vent du ministre Nyamalata. Ça fait pitié, franchement. On peut défendre un régime. C'est comme du business. Oui, il gagne, c'est bien. Mais pour une fois, ayons la bonne foi. Je serais écœuré aussi si monsieur Kett me dit qu'effectivement, ils ont lancé les gaz sur le boulevard et que c'est le vent qui a apporté dans l'église. C'est vrai, le ministre a présenté des excuses plus tard, mais sa sortie, elle est gauche, venant d'un ministre, d'un croyant. Franchement, moi, parfois, c'est vrai, je suis passionné, le débat me passionne, la situation togolaise me passionne, mais quand on touche à des enfants, quand on touche à mes principes religieux, franchement, je suis touché. Et dans ce cas-là, c'est le cas des petits-enfants de moins de 10 ans, je répète. Certains parmi nous ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Mais vous qui en avez, ou vous qui avez des petits frères et des petites sœurs, mais quand on touche à vos petits frères et petites sœurs, je sais comment vous réagissez. Je suis écœuré d'entendre un ministre, un responsable, un père de famille, un religieux en plus, dire qu'on a lancé des gaz, je répète, qu'on a lancé des gaz sur le boulevard du 13 janvier et que c'est le vent qui apporte le gaz
dans l'enceinte de l'église. Donc c'est le vent qui a apporté les tubes aussi. Donc le vent est aussi lourd. Apporter les tubes, les bouteilles de gaz dans l'enceinte. De toute façon, c'est facile à vérifier. Je pense qu'il n'y avait pas particulièrement de vent ce jour-là. Et je ne pense pas qu'une tempête soufflait à Lomé sur Lomé ce jour-là. Donc on sait à peu près quelle est la vitesse d'un vent qui est à même de transporter une grenade lacrymogène jusque dans l'enceinte d'une église depuis le... D'après la girouette, le ministre, je vous le précise, c'est un pilote. Donc, il maîtrise bien la girouette. D'après sa girouette, et le vent là était vraiment violent. Qui a pu emporter une me demande si c'était Katrina qui a soufflé sur Lomé ce jour-là. Katrina, c'était petit, c'était le vent Nyamalata. Le vent, c'était Nyamalata. Et il avait une puissance, je vous assure, une puissance pour apporter les bouteilles du boulevard. Restons sérieux et factuels. Pardon, je suis très sérieux. Monsieur Adif vous parle de la mousson. Il dit que c'est la mousson qui a soufflé sur Lomé ce jour-là. Ceux qui ne maîtrisent pas Lomé, du Carrefour des Cons à l'église Saint-Amtivé, ça fait au moins 150 mètres, 150 à 200. Donc, on lance... Oh, bon, les mots me manquent, pardon. Okay. Nos auditeurs se feront leur opinion. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas Katrina, il n'y avait pas la mousson, mais c'est le vent. D'après le ministre Nyamalata, c'est le vent qui a transporté sur 150 mètres la grenade lacrymogène jusqu'à l'enceinte de l'église. Que chacun fasse l'expérience et on en reparle. Chacun tirera la vérité et la possibilité dans tout ça. Bref, nous allons donner la parole à Eric qui voulait. Kate, tu voulais t'exprimer ou pas? Sinon, je donne la parole. Narcisse voulait parler d'abord. Kate, si tu veux parler, n'hésite pas à me le dire. Sinon, après, c'est Eric. Narcisse, tu as la parole. Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Vous voyez, souvent, nous parlons des attitudes peu civiques des militants de l'opposition. On les accuse de casse et autres. Mais il y a quelque chose de très frappant aussi. Les forces de l'ordre du Togo ont des attitudes très peu civiques. On a parfois l'impression que c'est des gens qui n'ont pas été formés. Je pense que dans les petits détails de la formation des forces de l'ordre, on leur parle quand même des lieux sacrés. On leur parle des lieux sacrés. Lancer des gaz lacrymogènes dans l'enceinte d'une église, c'est la chose la plus ordinaire qu'ils puissent faire. Et ça prouve combien de fois c'est des gens qui sont envoyés un peu à massacrer, ou bien en fait tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir freiner une manifestation, au lieu qu'ils réfléchissent un peu à la meilleure manière de le faire. Ceux qui sont en face d'eux sont des citoyens comme eux. Nous sommes en fait des frères. On peut trouver des familles auprès de l'autre et il y a certaines limites qu'ils doivent avoir dans leurs attitudes. Mais je pense que si on était dans un pays normal, si le Togo était un pays normal, le responsable de la sécurité et le ministre de la Sécurité devaient démissionner le même jour. C'est quelque chose d'horrible qui et même si ce n'est pas le colonel Lata qui a demandé qu'il tire dans l'enceinte de l'église jusqu'au Saint-Sacrement pour poursuivre les gens, il devait démissionner s'il était vraiment un bon responsable. Et le responsable de la sécurité devait démissionner. C'est en cela que je continue toujours avec la question de l'impunité. C'est parce qu'il y a toujours de l'impunité au Togo, c'est pourquoi les gens se permettent toujours de faire certaines choses. Le jour où le pouvoir aura le courage de rompre avec l'impunité, de punir ceux qui font frein à la loi, à partir de ce jour-là, beaucoup de choses vont changer, même au sein du régime. Et ça va déborder sur les attitudes des uns et des autres. C'est la contribution que je voudrais apporter. Merci beaucoup, Narcisse. Kate nous dit, il parle de la nécessité de sensibiliser les forces de l'ordre et il rejoint tout à fait Sergio sur le point que ce qui a été fait au niveau de l'église, il parle de l'église qui est un lieu de refuge et que ce n'est pas acceptable
Le Togo n'est pas en guerre, il dit, et ce n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas dans une guerre religieuse, nous ne sommes pas dans une guerre, et ce n'est pas acceptable que des manifestants, soient poursuivis jusque dans l'enceinte de l'église. Et il dit, je cite, dans le domaine du maintien de l'ordre, l'incident de l'église est inadmissible. Voilà, je tenais à le préciser. On va donner la parole à Eric et on va clore. On a déjà fait presque 2 heures. On a déjà fait 2 heures d'émission. Donc, on va donner la... Oui. Anecdote, pardon, à propos de ce que Narcisse disait. On va... Non, Monsieur Sergio, donnez-nous l'exemple. Vous donnez-nous l'exemple du démocrate. On va laisser parler Eric. Oui, je voulais juste dire que lors des courses, quand ils ont lancé les gaz, il y a une dame qui a trouvé refuge dans l'enceinte de la radio Nana FM. Les employés ont secouru, mais après, quelle ne fut la surprise? C'était la femme d'un militaire. Donc, dans les manifestants aussi, il y a les enfants et les femmes des forces de l'ordre. Très bien, merci beaucoup. Nul n'est à l'abri. Eric, tu avais quelque chose à dire, vas-y, rapidement. Oui, les gens vont me détester pour ce que je m'apprête à dire, mais j'aimerais que l'opposition se réveille et fasse une estimation de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Les gens disent ici que les militaires ont exagéré, que c'est inacceptable. Mais dans la lignée des atrocités qui ont été faites sur le peuple togolais, et je parle purement d'un point de vue médiatique, si on observe ce qui a été fait à la population togolaise les 20 dernières années, des lacrymogènes lancés dans une église n'est pas le pire de ce qui est arrivé. C'est aussi atroce que cela est, aussi irrespectable que cela est, on a au Togo une opposition désorganisée qui apparemment minimise ce dont le pouvoir en place est capable de faire pour se maintenir au pouvoir. Donc, si vous n'êtes pas prêt à affronter un système qui est prêt à lancer des bombes lacrymogènes dans une église, vous n'avez pas encore compris ce qui se passe au Togo. Que ce soit par des éléments rebelles des groupes militaires ou que ce soit des décisions qui ont été prises au poste ministériel ou que ce soit venu de la présidence, la réalité c'est que le pouvoir et les militaires qui sont le groupe armé au Togo sont prêts à agir d'une certaine façon. Donc, s'il y a une opposition au Togo qui se dit en train de lutter pour le changement et qui veut que le pouvoir, l'équipe qui est au pouvoir parte, je dis que nous avons vu dans des pays pire que ce qui s'est passé au Togo. Donc, le pire n'est pas encore advenu au Togo. Si cette lutte qui est menée par l'opposition doit continuer en vue de renverser le pouvoir, que ce soit par les urnes ou que ce soit par d'autres options, puisque cela a été dit ici sur ce plateau, il faut que la population et les gens en face s'attendent à certaines actions de ce pouvoir-là. Et il faut vraiment, vraiment s'attendre, parce qu'il ne faut plus être surpris que le pouvoir lance des bombes lacrymogènes dans une église et aille sur les airs médiatiques et dise que ça a été emporté par le vent. Ce n'est pas la première fois que des propos pareils ont été tenus au Togo ou des actions aussi mauvaises ont été tenues au Togo. Devons-nous nous rappeler l'assassinat de Maître Amorin, du docteur Atidépé, etc. Plein d'actions atroces ont été commises au Togo. Et ce n'est pas du tout la fin. Et ça va continuer. À moins que, comme M. Voulet l'a dit, que le CST est en train de jouer sa dernière carte. Si c'est la dernière carte, bon, ok, donc c'est la fin. Mais si ce n'est pas la fin de la lutte au Togo,
préparons-nous à voir pire et soyons prêts à gérer pire que ce qui se passe en ce moment. C'est tout ce que moi je voulais ajouter.